De retour sur le plateau de Débat-Doc avec mes invités pour débattre justement de ce documentaire à la recherche du goût perdu en Nouvelle-Aquitaine. Et pour m'accompagner, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Bruno Meunier. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération départementale des chasseurs de Charente de Nouvelle-Aquitaine, mais pas que. Vous nous expliquerez, hein ? Oui, exactement. Dans quelques petits instants. Yves Verillac, bonjour et bienvenue. Bonjour. Le directeur général de la Ligue de protection des oiseaux, là encore avec vous, nous en parlerons. Fabien Dupont, bonjour et bienvenue. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Chef étoilé, à la tête du rendez-vous, un nouveau bistrot chic à Poitiers. Délicieux chez vous par ailleurs. On en parlera aussi, vous cuisinez local. Et puis à distance, Philippe Mézy, bonjour et bienvenue Philippe. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes maître de conférence en histoire moderne, historien spécialiste de l'alimentation. Alors, ma première question est forcément pour vous, Philippe Mézy. On l'a vu dans ce documentaire, il y a une espèce d'opposition entre bien consommer, mais consommer aussi en quantité. Alors, les deux sont opposés. Et puis, cette cause animale qui se détache. Et forcément, la question, c'est est-ce que c'est nouveau de penser à la cause animale dans la tradition, dans la façon de se nourrir, notamment localement, ou est-ce que c'est quelque chose qui a évolué aussi dans le temps et qui était déjà là avant? On pensait à cette cause animale avant? La protection de la cause animale est quelque chose qui est très, très récent dans l'histoire. Si on regarde dans la longue durée sur les siècles qui nous précèdent, finalement, lorsqu'on parle de ces animaux sauvages, c'est pas la question de la protection, c'est vraiment la question du goût qui intervient. Ce goût qui est à la fois une mobilisation des sens, évidemment, mais qui est aussi une forme de jugement. Et donc, à ces animaux sauvages sont plutôt associées des valeurs, plus que l'idée de protection. Et donc, consommer du gibier à plumes, par exemple, revêt un certain nombre de valeurs qui vont évoluer au fil du temps. Et c'est plutôt ça qui conduit à la consommation. On n'a pas du tout l'idée de protection, mais plutôt l'idée de montrer quelque chose à travers ce type de consommation-là, qui sont de l'ordre souvent du symbolique. Si on pense au Moyen-Âge ou au XVIe, au XVIIe siècle, consommer du gibier à plumes est plutôt un indice de puissance politique, par exemple. Alors, on a vu dans ce film qu'il est traité de 4 spécialités mises en avant, locales et régionales. J'aimerais avoir vos avis, mais aussi peut-être vos histoires à chacun là-dessus. Alors, on parle d'abord de la recette originale de l'ortolan. On se souvient tous de cette vidéo, notamment, je pense que vous l'avez vue, de Maïté, qui montre comment on mange un ortolan. Alors, ça peut paraître assez violent, en tout cas aujourd'hui. C'est comme ça que ça se faisait autrefois. Il y a aussi l'histoire de la légende de l'embotte d'agneau de lait. Alors, elle est plus caractérisée des bergers localement, le gâteau basque et puis la jonchée rochefortaise. Est-ce que ces mots évoquent des choses, des souvenirs d'enfance dans vos esprits à chacun? Monsieur Meunier. Pas de souvenirs d'enfance au niveau de l'ortolan, parce que en Charente, c'était pas une chasse qui était pratiquée. C'était plutôt une chasse, on va dire, de la deuxième moitié du sud-ouest, c'est-à-dire Landes, Gironde, voilà. Donc moi, je n'ai pas connu l'ortolan, je n'ai pas connu le fait de pouvoir le manger avec la tête sous une serviette pour humer toute l'odorat que pouvait dégager cet oiseau. Donc, je pourrais très peu en parler. En ce qui concerne l'agneau? L'agneau, c'est un peu pareil. J'aime pas l'agneau. C'est sympathique pour un chasseur, en tout cas. C'est original. Non, mais bien que je sois issu, moi, du Nord Charente, c'est-à-dire du Champagne-Mouton, et on est dans le Confolentais, donc une terre où il y a des moutons, je dois dire que l'agneau était... l'agneau ou le mouton n'était pas une viande qui était forcément consommée localement. D'accord. Monsieur Verillac, alors forcément, je vais me tourner vers vous pour l'ortolan notamment. J'en ai pas mangé. Bien évidemment, vous faites partie de la Ligue de protection des oiseaux. Qu'est-ce que vous pensez de ces traditions d'antan où on parle encore de manger ces animaux de cette façon-là? Mais il y a un inconnu, enfin il y a une erreur dans votre liste, parce que l'ortolan, qui est un bruant en fait, est une espèce protégée. Bien sûr. Donc c'est comme si vous me demandiez qu'est-ce que je pense de l'usage de la cocaïne sur un plateau de télé. L'ortolan aurait dû être protégé en 1979, quand une directive européenne est venue protéger les oiseaux. Mais ça n'a pas été le cas. La France a mis 10 ans pour appliquer cette directive. Quand elle l'a appliquée, elle a oublié de mettre le bruant ortolan dans la liste. Elle a encore gagné 10 ans, et une fois qu'elle a eu gagné 10 ans, elle a instauré ce qu'on a appelé une tolérance, comme si en droit il y avait de la tolérance. Sur les routes, on peut rouler à 90 ou 100, enfin je ne sais pas. Et l'État fermait les yeux sur cette pratique. Le résultat,
c'est que en 20 ans, là, le bruant ortolan a perdu 78% de ses effectifs. C'est l'une des prochaines espèces qui va disparaître de France. C'était donc complètement illégal. Donc, parler du goût et alors, puisqu'on a la chance d'avoir un grand chef, en 2014, vous avez 4 grands chefs étoilés qui font une chronique, qui est reprise même jusqu'à New York, pour dire que chaque Français devrait pouvoir manger des ortolans. Et là, moi, j'en appelle à la responsabilité des chefs qui sont des porte-paroles et qui, en aucun cas, devraient inciter à violer la loi. Donc, il y a là, pour le coup, cette espèce de culture, comme si la culture... Ça pose le problème des générations, d'abord. Alors, heureusement, on a des nouvelles générations de chefs qui arrivent et on a de plus en plus de gens très intéressants qui cuisinent en respectant la nature. Qui sont concernés, en tout cas, par ces questions. On trouve vraiment des recettes extraordinaires de Claire Vallée en Gironde, qui est donc sur des menus à origine non animale, parce que un des soucis aussi, on en parlera, mais c'est que aujourd'hui la biomasse, c'est-à-dire la quantité du vivant pour les mammifères, c'est 60% c'est du bétail sur la planète, 36% c'est de l'homme, et il ne reste plus que 4% de mammifères sauvages. C'est de ça dont on parle. On pourrait faire le lien avec les crises épidémiologiques, les virus, etc. Nous en parlerons dans quelques instants. Puisqu'il n'y a plus de barrières. Et sur les oiseaux, je précise aussi que sur les oiseaux, il ne reste plus que 29% d'oiseaux sauvages. Tout le reste, c'est de la volaille. Tout le reste, c'est 71% de volailles sur la planète. Fabien Dupont, qu'est-ce que ça vous évoque lorsque vous entendez Moi, l'ortolan, j'en ai jamais mangé, j'en ai jamais cuisiné non plus. Donc, c'est quelque chose que je connais pas. Mais je suis là aussi pour dire protégeons les animaux, les oiseaux. J'aimerais... Monsieur Meunier, allez-y. Oui, je voudrais rebondir sur le fait que des chefs étoilés sont montés au créneau donc pour pouvoir resservir de l'ortolan. Alors, je suis également, vous en parliez en préambule, le président du Club national des bécassiers, donc c'est une espèce qui m'intéresse. Donc la bécasse est interdite à la vente. Et en effet, les grands chefs étoilés sont montés au créneau, aussi pour cette espèce, pour demander s'ils pouvaient, une journée par an, pouvoir servir la bécasse donc, dans le restaurant. Et nous nous sommes opposés, puisque ça fait très longtemps maintenant que la bécasse est interdite à la vente et on souhaite que ça continue. Pourquoi est-ce que vous vous y êtes opposé ? Tout simplement parce que la chasse, c'est de la chasse plaisir, c'est pas de la chasse rapport. Et on sait très bien que une bécasse, par exemple, ça peut se monnayer entre 50 et 100 euros. Donc la chasse doit rester un plaisir. On ne doit pas chasser pour ensuite en tirer quelques finances. Voilà. Donc, sur les finances, je peux alors, autoriser quelque chose. Alors j'aimerais justement qu'on rebondisse, monsieur Myriel, sur les finances. Pour vous dire que la France est un des pires pays en matière de... On parle de braconnage, on ne parle pas de chasse. Là, attention, des braconniers, alors on va peut-être expliquer que ce sont... Non, mais les piégeages, isolés, parce que quand on parle d'ortolan, ce n'est pas de la chasse, c'est du piégeage. Oui. Excusez-moi, la chasse, c'est pas ça, c'est pas moi quand même une forme de chasse. Ouais, si vous voulez. Bon, je vous laisse... Vous pouvez ne pas être d'accord, tout va bien. Oui, je vous laisse. Non, juste, à peu près, d'après les études de BirdLife, on estime qu'il y a 1 demi-million à peu près d'oiseaux sauvages qui sont braconnés en France chaque année. La moitié, je dis la moitié, c'est pas la proportion, mais la moitié, c'est pour la bouche. Il faut que vous sachiez que si vous allez en PACA, on peut, et que vous avez des amis dans les Alpilles, dans le massif de la Sainte-Baume, on vous sert des brochettes de rouge-gorge. C'est ça la réalité. Vous mangez des brochettes de rouge-gorge. La moitié pour le goût, et l'autre moitié pour le chant, les oiseaux en cage. Et le chardonneret est en tête. On parle de plusieurs milliers d'euros par pièce. Et ça commence à devenir une activité complémentaire au trafic de drogue, au blanchiment d'argent. C'est de ça dont on parle. C'est-à-dire qu'il y a tout un trafic en France qui est organisé. Et je dois dire qu'il est permis par le fait que la France a mis en place des dérogations à la directive qui protège normalement les oiseaux en disant d'accord, c'est interdit de piéger, mais on va autoriser les matoles, qui sont des cages métalliques qui servent pour les ortolans, pour attraper des alouettes. Une espèce qui a perdu 30% de ses effectifs ces 20 dernières années et qui est tirée au fusil, mais en plus on la piège avec des matoles. Or, comme c'est un piège non sélectif, quand vous attrapez d'autres espèces, qui est là pour prouver qu'elles sont relâchées ?
Dans le midi de la France, c'est la glu, la colle sur les branches. On va, heureusement, je pense, arriver enfin à la faire interdire. Et ça, la France l'a autorisé pour la grive, pour coller des grives et des merles. Dans le Massif central, ce sont des pierres qui, alors, normalement, écrasent pas les oiseaux, mais il arrive qu'elles les écrasent, ce qu'on appelle des legs. Et dans les Ardennes, on les étrangle. Tout ça est autorisé par le gouvernement français et ça permet, excuse-moi, hein, mais derrière ce qui est autorisé, ça permet quand même tous les trafics. Mais alors, autant sur le trafic de rouge-gorge, etc., 100% d'accord avec vous, autant sur chasse au matol, c'est pratiqué par très peu de chasseurs, des aînés, qui malheureusement dans quelques années seront plus là, et c'est des chasses qui vont disparaître. Donc, je vais dire, c'est pour l'ortolan, mais quand vous avez plusieurs milliers d'euros par oiseau, et en fait, ce qu'on appelle la fin en sifflet, c'est comme les alambics, vous savez, on vous dit il y a des droits, mais ils vont se perdre avec les derniers. Excusez-moi, mais ça continue parce qu'il y a de l'argent. Alors, messieurs, si vous le permettez, j'aimerais qu'on pose la question à Philippe Mézy. Monsieur Mézy, est-ce que ça a toujours existé, le fait de devoir braconner aussi, dans l'histoire de l'alimentation et dans l'histoire de la chasse ? Oui, c'est un usage assez courant, notamment au moment où finalement la chasse était un privilège réservé aux nobles, à la noblesse, aux seigneurs. Seuls ceux qui étaient propriétaires des terres avaient le droit de chasser. Donc c'est développé notamment dans le sud-ouest tout un art du braconnage de certaines espèces qui était quelque chose de très présent et qu'on retrouvait aussi dans d'autres régions. C'était un complément alimentaire important pour les populations à une époque où, pour se nourrir, les choses étaient parfois difficiles lorsqu'il y avait des mauvaises récoltes. Donc en réalité, on braconnait pour faire de l'argent à côté. On est d'accord ? Non, à l'époque, on braconnait pour se nourrir. La protéine animale. Ah, plus pour avoir de la protéine animale, comme une source d'alimentation. C'est ça que vous voulez dire, Philippe Mézy, pas comme une source de revenus. Voilà, c'était avant tout pour se nourrir. L'alimentation était essentiellement végétale pour l'essentiel de la population composée de paysans. Donc, le braconnage était un moyen d'avoir des compléments alimentaires, évidemment sous forme de viande. Ça peut aussi avoir une dimension sociale aussi, de contester l'autorité des seigneurs locaux, évidemment. Manger de la viande, socialement, ça voulait dire avoir de l'argent. C'est un signe, évidemment, de distinction sociale. Après, tout dépend des viandes, mais le gibier en particulier, et le gibier à plumes plus particulièrement, était vraiment considéré comme un symbole de richesse, tout simplement parce que la hiérarchie des aliments jusqu'au XVIIIe siècle faisait que tout ce qui était près du ciel, pour des raisons de culture chrétienne, était valorisé. Donc tous les gibiers à plumes, les perdrix, les bécasses, etc., étaient extrêmement valorisés. Alors messieurs, sur ce plateau, j'aimerais qu'on débatte de comment perpétuer les traditions avec ce que l'on vit aujourd'hui. On a bien vu aussi que le réchauffement climatique était très présent, c'est une grande question, la disparition de certaines espèces animales, et pourtant, dans les traditions, dans les mets locaux, on garde encore effectivement de la viande animale, et le débat n'est pas là. Mais alors comment aujourd'hui perpétuer ces traditions avec ce que l'on sait et avec là où on veut aller? Monsieur Meunier, peut-être. Alors, sur le gibier, il y a en effet le réchauffement climatique qui nous inquiète un petit peu, et je vais revenir sur la bécasse, puisqu'on a entrepris au Club national des bécassiers une étude pour voir justement l'impact que pouvait avoir ce réchauffement climatique sur la migration de la bécasse. Il a aussi un impact, le réchauffement climatique, alors peut-être que le grand public ne le sait pas, mais sur le sanglier. Le sanglier, on doit faire face en ce moment à une recrudescence de sangliers énorme dans certains départements, qui nous pose beaucoup de problèmes parce que c'est un animal qui fait des dégâts, et les dégâts occasionnés sont remboursés par les seuls chasseurs. Donc il faut réguler. cette... Et on se trouve à un phénomène lié au réchauffement climatique. C'est-à-dire que le sanglier se nourrit principalement de faine et de glands. Et avant que le réchauffement climatique arrive, on avait une bonne glandée, c'est-à-dire beaucoup de glands, une fois tous les 6-7 ans. Maintenant, on a des glandées très bonnes, voire exceptionnelles, pratiquement tous les ans, dû au réchauffement climatique. Donc on se retrouve avec des laits qui font 30 kilos, 40 kilos, qui sont gestantes. C'est-à-dire qu'elles vont avoir des petits. Et donc c'est un animal qui n'a pas d'ennemi naturel, et donc qui se développe à vitesse grand V. Donc il faut réguler, et ça c'est aussi le rôle de la chasse, et nous en Bien parlerons de ce rôle qui reste capital aujourd'hui en tout cas. Je peux me permettre sur le sanglier, juste Monsieur parce Berniac.
j'ai beaucoup de respect pour les bécassiers qui sont les plus responsables des chasseurs, j'ose le dire. Sur le sanglier, doucement quand même, parce que l'agrainage, les chasses en enclos, les relâchés, on a quand même suffisamment d'exemples pour prouver que une partie du monde de la chasse a tout fait pour favoriser ce type de chasse à cause de la disparition du petit gibier de plaine. Et c'est là où on rejoint la cuisine, parce que c'est pas une question de maintenir les traditions. C'est une question de retrouver du gibier, excusez-moi, pour moi c'est pas du gibier, mais ça peut l'être pour ceux qui pratiquent la chasse, du petit gibier à plumes, comme on dit, c'est-à-dire que l'agriculture a tout tué. Il n'y a plus rien dans nos campagnes, et donc la chasse s'est transformée vers une chasse de gros gibier. Intensif, c'est peut-être important. Bien sûr, avec les de pesticides, vous n'avez plus d'insectes, vous n'avez plus d'insectivores. Donc à part les 15 millions de cocottes d'élevage qui sont relâchées chaque année pour les tirer derrière, vous n'avez plus d'avifaune sauvage. Donc il y a un report sur le gros gibier, mais qui est aussi une volonté synégétique, qui est aussi... Attendez, moi j'ai... Je ne peux pas vous laisser dire ça. Écoutez, il y a 6 mois, un éleveur s'est fait condamner en Ardèche pour avoir relâché des sangliers. L'agrainage, ne me dites pas que ça n'existe pas. Les chasses en anglo, ça fait... Je vais vous parler de l'agrainage. L'agrainage, il est parfaitement encadré. Parfaitement encadré, c'est un agrainage de dissuasion et non pas de nourrissage. En Charente, on a 70 sentiers d'agrainage qui sont agréés, c'est-à-dire ils sont discutés en commission départementale de la chasse et de la faune sauvage où vous siégez au même titre que la chasse ou d'autres piégeurs, pêcheurs, etc. Donc je ne peux pas vous laisser dire que c'est l'agrainage et on fait très attention. Il y a eu un phénomène... Je me permets juste de vous couper, peut-être pour les gens qui nous regardent, spécifier ce qu'est l'agrainage. Nous ne sommes pas tous spécialistes de la chasse ici, messieurs. C'est la possibilité donc de nourrir à un moment donné. Donc c'est très encadré. C'est d'une date à une autre. C'est une quantité qui doit être distribuée d'une certaine manière. Donc c'est pas des tas. Ça doit être dispersé. Distiller des graines. C'est des graines. C'est des graines de maïs. Agrainage. En général, je parle du maïs parce que l'agrainage, c'est pratiquement que ça. Et donc, pour reparler de mon département, entre 60 et 70 sentiers d'agrainage. Et tous les ans, on fait un bilan et soit on peut créer d'autres sentiers, soit on peut en supprimer. C'est-à-dire que ces sentiers d'agrainage, ils sont faits pour essayer de diminuer au maximum les dégâts. Messieurs, j'aimerais qu'on donne la parole maintenant à Fabien Dupont. Est-ce que vous le ressentez dans votre assiette aujourd'hui? Est-ce que vous pensez vos assiettes de cette façon-là? Alors aujourd'hui, je pense quand même, malgré tout, qu'il y a une minorité de personnes qui aiment le gibier. C'est pas, on est vraiment sur des adeptes qui ont une envie de manger ce gibier. Localement ? Localement. Très bien. Donc, tout ce qui est gibier à plumes, c'est très difficile d'en cuisiner pour la vendre, bien sûr, dans les restaurants. On parle du sanglier, c'est pareil, c'est une viande qu'on va pas forcément mettre dans un menu. Non, c'est pas facile à vendre, toute cette viande de gibier, quoi. Quand vous pensez vos assiettes, Fabien Dupont, et je vais tout de suite vous redonner la parole, Bruno Meunier, quand vous pensez vos assiettes, est-ce que vous pensez forcément à ça aussi? Bien sûr. Vous pensez forcément à ce que vous allez vendre? L'intérêt, il est là, c'est qu'il faut faire faut rendre du plaisir à notre clientèle. Et la demande, alors moi j'ai du gibier à ma carte en automne. D'accord, vous le cuisinez? J'ai des amateurs qui viennent, mais ça reste occasionnel, sur une période bien courte. D'accord. Voilà. Plutôt la période des fêtes, de fin d'année? L'automne, la période de chasse, automne-hiver, mais voilà, sur une période assez courte. Bruno Meunier. Alors, pour aller dans son sens, c'est que on ne sait pas, dans nos départements du Sud-Ouest, au nord de la Loire, c'est différent, mais on ne sait pas valoriser la venaison. La venaison, c'est la viande donc, des grands animaux, que ce soit cerf, biche, chevreuil ou sanglier. Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas la valoriser? Parce qu'on ne s'est pas préoccupé de cette problématique et on s'aperçoit maintenant qu'avec le nombre de prélèvements
de ces animaux, il serait intéressant maintenant de créer une espèce de filière qui permettrait justement aux bouchers, aux restaurateurs de se servir de cette viande et de la proposer donc sur leur étal ou dans leur restaurant. D'accord. Philippe Mézy, quand est-ce que... Je vais tout de suite vous donner la parole, monsieur Virac, mais Philippe Mézy, dans la région, en tout cas localement, quand est-ce qu'on est passé d'une agriculture plutôt extensive, voilà, l'agriculture du petit paysan local, à cette agriculture intensive, avec des mœurs qui ont donc changé, des traditions qui ont changé, mais également des façons de consommer différentes. Quand est-ce que ça s'est produit exactement ? Ça s'est produit assez lentement dans cette région. Le passage finalement de la polyculture qui a été très présente dans la région, dans l'ensemble des départements de la Nouvelle-Aquitaine, ça s'opère à partir des années 1950-1960. On commence à voir une mécanisation. Et finalement, pour donner suite à ce qu'on disait précédemment, l'absence de culture, de consommation du gros gibier, elle s'inscrit dans cette évolution-là. C'est-à-dire qu'on avait des campagnes qui étaient très occupés par la présence humaine avec la polyculture au XVIIe, au XVIIIe, etc. Donc finalement, il y avait assez peu de gros gibier. Ça faisait pas partie des choses qui étaient présentes. Et effectivement, à partir des années 1950-1960, lentement, on a cette polyculture qui recule avec la diffusion du maïs, par exemple, dans la partie sud de l'Aquitaine. Mais ça se fait progressivement. Et là, on a un vrai changement avec des campagnes qui sont aussi, n'oublions pas, de moins en moins peuplées. Ce qui a un impact tout à fait direct sur les types de consommation, les modes de consommation qu'on peut y observer. Donc on a bien compris que ça s'est produit en après-guerre. On a aussi l'impression que la région a été préservée un long moment. Comment est-ce qu'on l'explique par rapport à des régions qui ont été industrialisées plus vite ? C'est finalement par rapport à la présence de grands centres urbains. La plaine de l'Île-de-France, avec Paris comme capitale et déjà près d'1 million d'habitants au XIXe siècle, finalement, induit des grandes plaines céréalières pour approvisionner les Parisiens. Quand on est dans le sud-ouest, on a un maillage urbain un petit peu différent. On va avoir une cohabitation entre de la production de céréales, mais aussi des fruits, l'utilisation de la forêt, je pense aux châtaigniers. On va avoir ce type de territoire-là. Yves Viriac. Oui, donc je voulais rebondir sur la question de la commercialisation du gibier, qui pose un problème, qui est un problème d'hygiène, puisqu'il faut que les produits soient contrôlés par les vétérinaires. Et encadrés. Sous votre contrôle, voilà. Et je vous signale quand même une étude de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité alimentaire, qui a que 3 ans, et qui déconseille aux femmes enceintes de manger du sanglier, compte tenu de la teneur en plomb, qui est beaucoup trop importante, et d'autres métaux lourds, dont le cadmium, et qui le recommande de ne pas en manger plus de, je ne sais plus, une dizaine de fois par an ou quelque chose comme ça. Donc il y a aussi des problèmes qui sont des problèmes sanitaires. Le sanglier est un fouisseur qui donc, il se relâche à peu près 8000 tonnes de plomb chaque année dans la nature, à peu près 6000 par la chasse et 2000 par les balles-trappes. Et tout ça s'accumule. Et avoir aussi avec le petit gibier de plaine et de lâcher, vous savez que les oiseaux ingèrent des petits cailloux pour leur système digestif. Et donc ça pose aussi un problème par rapport à ça. Et l'ANSES recommandait de faire des études assez rapidement sur le petit gibier à plumes pour voir les concentrations en plomb. Donc il y a ça aussi. Il y a l'idée, quand ça vient de la nature, c'est très pur, c'est très bon. Attention quand même. Oui, parlons-en. Alors j'aimerais aussi qu'on revienne sur cette question qualité versus quantité. Comment mieux consommer aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous en pensez, Bruno Meunier ? Mieux consommer aujourd'hui Qualité versus quantité. D'accord. Au niveau alors je vais rebondir sur le gibier. La viande donc des grands animaux, une très bonne viande. Phosphore, beaucoup plus que dans le poisson. Du fer, beaucoup plus que dans les épinards ou dans les lentilles. Du potassium. Et surtout, c'est une viande qui est très maigre. Ce que vous voulez dire, Bruno Meunier, c'est qu'on peut en manger un petit peu plus. On peut en manger. Un peu mieux. Alors, je ne vais pas vous dire qu'on va manger de la viande de gibier tous les jours. Mais je disais tout à l'heure que la chasse était un plaisir. Manger
regrouper des amis autour d'une gigue de chevreuil, autour d'un pavé de biche, autour d'un civet de sanglier, c'est un moment de convivialité qui nous est cher, nous, au monde de la chasse. Hein. Et c'est un moment agréable où on va refaire le monde. Voilà, donc oui, on peut consommer de la viande. Alors l'idée, c'est pas juste consommer de la viande, c'est comment on consomme mieux en moindre quantité. Mais effectivement, vous venez de nous répondre. Voilà. Autour d'un il ne s'agit pas peut-être de manger de la viande tous les jours. Mais Fabien Dupont. Les goûts ont changé malgré tout. Les goûts ont changé. Mais je crois que la viande, ça doit rester un moment, enfin pour moi, la viande, partage, je ne parle pas de la volaille ou du chose, mais une bonne viande, ça doit être un moment festif. En parlant du gibier, je pense que c'est des souvenirs d'enfance. Alors c'est toute une génération peut-être qui s'éloigne un petit peu de ça. C'est vrai qu'aujourd'hui nos jeunes n'ont pas cette habitude de manger du gibier, je pense sincèrement. Peut-être qu'ils n'ont pas non plus cette éducation. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça. Moi j'ai un souvenir de mes grands-parents pour le lièvre, pour le sanglier. Mais aujourd'hui, je pense que ces enfants-là, il y en a de moindre. En effet, il n'y a pas eu cette éducation, mais moi je dois vous dire que autrefois, est-ce qu'il se mangeait beaucoup de gibier, par exemple, de sanglier? Très peu. Hein. Écoutez, on va peut-être poser la question à Philippe Mézy, puisqu'on a un historien avec nous de l'alimentation. Simplement 2 chiffres. En Charente, avant la tempête de 99, il se tuait 300 sangliers. Cette année, on a dépassé les 6000. Philippe Mézy. Alors la consommation de gibier est toujours quelque chose qui est resté une consommation ponctuelle, avec évidemment un rythme saisonnier qu'on comprend très bien. Ça n'a jamais été une consommation, un aliment de base, évidemment. Comme je le disais tout à l'heure, hein, c'était les céréales à la base de l'alimentation. Et si on réfléchit sur la question aujourd'hui de la rapport qualité-quantité, je dirais le regard de l'historien invite aussi à s'interroger sur ce que ça veut dire la qualité. Est-ce que c'est une qualité sanitaire? On parlait tout à l'heure des problèmes de plomb. Est-ce que c'est une qualité gustative? Et on voit bien, vous évoquiez les enfants et l'éducation des enfants, que ce qui est la qualité, ce qui est un produit de qualité n'est pas forcément le même en fonction des époques. Donc je pense qu'il y a toute une réflexion aussi à mener sur ce qu'on entend derrière le mot qualité. Et j'aimerais qu'on en parle autour de cette table, mais Fabien Dupont, vous aviez la parole tout à l'heure et je voyais que cette question était importante pour vous. Au-delà de l'éducation, comment est-ce qu'aujourd'hui vous alliez qualité versus quantité? Est-ce que vous opposez ces deux choses, qualité versus quantité? Ça a été le créneau des chefs étoilés pendant très longtemps. Bien sûr, mais c'est toujours encore notre façon de voir les choses, je pense, en tant que chef. Mais voilà, on est pour amener du gibier dans nos menus, sauf que c'est une clientèle restreinte. Et par exemple, sur un menu du jour où je vais pouvoir faire du sanglier, par exemple, et du bœuf, aujourd'hui, sur 100 couverts, je vais faire 15 portions de sanglier, pour le reste en bœuf. Donc les goûts ont vraiment changé de ce côté-là. Et au-delà des goûts qui ont vraiment changé, comment est-ce que vous faites, vous, dans vos assiettes au quotidien, pour allier ces choses? Alors, moi, je suis spécialisé un petit peu dans le gibier. Donc, j'ai une clientèle qui vient pour le lièvre à la royale. J'ai une clientèle qui vient pour certaines préparations de gibier que je peux faire occasionnellement. Donc ça, j'arrive à donner du plaisir à ma clientèle comme ça. Mais c'est vraiment minoritaire. Et en famille, avec vos enfants, comment est-ce que vous faites aussi? Vous parliez d'éducation, d'éduquer au niveau du goût. Comment ça se passe quand on est un papa, quand on a un chef? Vous voyez, on a les deux casquettes. On est papa, on est chef. On éduque aussi gustativement nos enfants. Ah, bien sûr. Moi, je leur fais goûter un peu tout. D'accord. Et le gibier, bien sûr, vient aussi sur ma table. Mais alors, j'amène peut-être une cuisson différente, peut-être un peu de mûre, de choses un peu sucrées qui va donner un petit peu un envie supplémentaire à un cuisseau de sanglier. Mais voilà, il faut vraiment cuisiner pour donner de l'envie quand même. Mais Fabien Dupont, est-ce que le sanglier est vraiment prisé des gens qui vont venir manger chez vous? Pas tant que ça. Le sanglier, c'est pas la première viande qui va être prisée. D'accord. Et est-ce qu'on la verrait dans les cantines? Alors, je pense pas non plus. Oui, alors ça, c'est une grande question. Donc, comment est-ce qu'on éduque aujourd'hui sur la qualité et la quantité, messieurs, autour de cette table? Yves Verriac.
Sur la quantité, je voudrais rebondir pour dire que ce qui nous a fait beaucoup de mal, ce sont les congélateurs. Quand vous avez un chasseur qui va tuer son canard et qui le prépare, mais j'ai vraiment rien contre et j'espère être invité à sa table. Quand vous avez des tableaux de chasse de 20 ou 30 oiseaux, il faut savoir qu'en France, on chasse 64 espèces d'oiseaux. C'est 2 fois plus que la moyenne que des pays européens. On chasse vraiment beaucoup, hein, presque tout ce qui passe. Et vous l'avez expliqué tout à l'heure. Sur les 64, vous en avez 20 qui sont en danger et en liste rouge sur l'UICN, l'Union internationale de conservation de la nature. On accueille le congrès en France cette année. Comment on peut continuer à tirer ? Encore une fois, la LPO n'est pas anti-chasse, mais vraiment, c'est pas dans nos statuts, c'est pas dans. La question, elle n'est pas là. La question, elle est comment on peut continuer à chasser des espèces qui sont en danger, y compris au niveau mondial, comme la tourterelle des bois. La chasse, c'est un loisir. Enfin, je pense pas que c'est le bécassier qui me dira le contraire. C'est un loisir, donc on ne devrait pas continuer à chasser des espèces qui vont disparaître. Mais ça, c'est quelque chose que nous, on ne comprend pas. Oui, mais Yves Verriel, la question, c'est comment est-ce qu'on éduque mieux pour que ça rentre aussi dans les mœurs. Alors, qu'est-ce que vous proposez ? Comment on éduque mieux aujourd'hui ? On éduque mieux d'abord en prendre... Alors, moi, je voudrais dire que contrairement au 19e siècle où il y avait besoin d'aller se servir dans la nature parce qu'on manquait de protéines animales, tout le monde a des magasins à proximité, donc c'est plus une question de santé publique, c'est vraiment un loisir aujourd'hui, c'est pas une question de survie. Donc pour nous, c'est beaucoup moins de viande. Je disais tout à l'heure le rapport quand même de la biomasse complètement déséquilibré. On a vu que dans les restaurants, la question c'est qu'est-ce qui va accompagner la viande ? Je choisis cette viande et puis qu'est-ce qu'on va me mettre autour ? Et ça, c'est en train de changer. Ça change beaucoup. En 10 ans, ça a déjà Fabien Dupont. Oui, changé. Non, mais après c'est à nous aussi de donner de l'envie à notre clientèle. Les légumes, quand je les travaille, la moitié des clients connaissent pas forcément un topinambour ou des panais ou des légumes qui sont un peu oubliés. Mais il suffit de les travailler comme un chef. On n'a pas tous un chef étoilé à la maison. Et on arrive à faire passer vraiment des choses. Et le client, derrière, il revient, c'était vraiment très bon. Avec des circuits courts, que ce soit pour la viande ou que ce soit pour les légumes. On parlait du gibier, et vous avez raison. Si le gibier, alors que je parle du gibier parce que ça me concerne, mais le gibier, si on le cuisine mal, ça sera comme les légumes. Alors, moi, je suis à la retraite, mais il se trouve que j'étais instituteur et directeur d'école. Donc, l'éducation au niveau des enfants, c'est quand même quelque chose que je connais un peu. Alors, comment on les éduque mieux, ces enfants, à mieux consommer ? Très compliqué. Ça doit commencer, je ne vais pas dire dès le berceau, mais un peu plus tard, il faut que les parents éduquent. Parce que quand ils arrivent à l'école, c'est très compliqué. Alors, en effet, on essaie... Je me rappelle que mon chef cuisinier essayait les légumes qui passaient mal, les épinards et tout ça, il les mélangeait avec quelque chose d'autre. Et on arrivait comme ça à faire goûter. Mais c'est très compliqué chez les enfants d'essayer de leur faire goûter de tout. Allez, goûte. Alors, une petite cuillère. J'aime pas. Mais si, goûte encore un petit peu. C'est très compliqué. Je crois qu'il faut que... Mais il y a encore quelques adultes comme ça aussi. Ça démarre très tôt. Philippe Mézy, tout à l'heure, vous nous indiquiez aussi qu'effectivement, il fallait se poser la question dans l'histoire de l'éducation, notamment l'éducation sur la quantité et la qualité. Est-ce que vous voulez développer ? L'idée, c'est aussi pour donner suite à ce qui vient d'être dit, c'est cette question de la curiosité. À partir du moment où on peut avoir une curiosité pour un grand nombre d'aliments, finalement, la question de la quantité se pose moins puisqu'elle se répartit sur différents types de produits. En ce qui concerne les produits de la chasse, je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui il y ait une demande extrêmement forte dans la population, dans l'ensemble de la population, pour ce type de produits, notamment par rapport à l'évolution des goûts. C'est-à-dire que notamment tout ce qui est sur les modes de liaison, avec des liaisons au sang, des choses comme ça, pour des générations plus récentes, c'est quelque chose qui est un goût qui est compliqué. Mais je reste convaincu que voilà, cette curiosité, cette large palette permet finalement d'apprécier des légumes, d'apprécier ponctuellement, éventuellement du gibier ou d'autres productions, et finalement pose moins la question de la quantité si ça ne repose pas sur un seul type d'aliment, évidemment. Philippe Mézy, qu'est-ce que l'histoire nous montre pour le futur ? Comment est-ce que les goûts évoluent ? Qu'est-ce que vous voyez se dessiner dans les grandes questions d'alimentation qui nous attendent ?
Aujourd'hui, je pense qu'on est dans une période effectivement où il y a des changements très importants qui se font, mais si on regarde à la lumière de l'histoire, finalement, on a des périodes de renouvellement qui s'opèrent comme ça avec des réorientations. On parlait de tradition. Il faut jamais oublier que les traditions, elles ont été inventées à un moment. Donc aujourd'hui, on peut effectivement aller vers d'autres directions qui vont être autour, notamment, je pense, des circuits courts, qui vont être autour de la traçabilité des produits, de développement des consommations végétales. Il y a un certain nombre de processus qui sont en œuvre, mais finalement, je dirais pour l'historien, c'est pas quelque chose de neuf. Il y a des produits qui à un moment étaient très appréciés, très présents, en abondance. Je pense aux truffes, par exemple. Et puis qui à un moment sont en recul. Il y a des produits qui étaient consommés, pêchés. Je pense aux marsouins, je pense aux dauphins, qui aujourd'hui ne sont plus consommés. Donc finalement, il y a toujours une capacité dans la culture alimentaire à se réinventer en permanence. Et donc je pense qu'on est dans une phase où on peut se réinventer dans certaines directions, sans pour autant abandonner la tradition. Ce qui a été fait par le passé. Fabien Dupont, qu'est-ce que vous pourriez cuisiner de peut-être fou pour nous aujourd'hui, mais qu'il sera moins dans le futur? Vers où est-ce que vous allez dans cette alimentation qui nous attend? Après, moi, une clientèle, ça s'éduque. Donc c'est vrai que moi, je fais la cuisine que j'entends dans mon restaurant, et la clientèle vient pour ça. Le client qui veut trouver des choses, on va dire, un peu classiques, passe son chemin, il va un peu plus dans un restaurant un peu plus loin. Après, se dire que y a quelques produits qui vont disparaître, moi je pense pas quand même, parce qu'il faut garder la saisonnalité des produits, que ça soit pour le poisson, que ça soit pour la viande ou les légumes. Quand on respecte ça en tant que chef, déjà on peut aller loin. Alors on est sur la fin de cette émission. En quelques mots, Monsieur Vériac, pour vous, l'alimentation du futur. Juste par rapport à ça, à vous dire que quand j'étais petit, on mangeait beaucoup de cheval. Ça s'est quand même pas mal perdu, les boucheries chevalines. Alors c'est revenu un petit peu, mais ça s'est beaucoup perdu. Et je pense que on ne devrait pas sous-estimer l'enjeu de la condition animale, qui va sans doute orienter pas mal la consommation dans les années à venir. Parce que les gens, et moi-même, sommes prêts à manger de la viande, à condition que ce soit éthique. C'est-à-dire que l'animal n'est pas souffert. Or, on a la question du bio, mais la question du bio, aujourd'hui, elle n'intègre pas la question de la souffrance animale. Et ça pourra faire l'occasion d'une nouvelle émission ensemble. Rapidement, Bruno Meunier, pour vous. Ben moi, à l'avenir, j'espère que je pourrai toujours inviter des copains autour d'une table et leur servir ma bécasse avec ma petite sauce au pinot. Eh bien, on retiendra la bécasse. En tout cas, merci infiniment, messieurs, d'avoir été autour de cette table. Yves Vériac, directeur général de la Ligue de protection des oiseaux. Bruno Meunier, président de la Fédération départementale des chasseurs de Charente de Nouvelle-Aquitaine. Le titre est encore long. Fabien Dupont, chef étoilé au rendez-vous le bistrot chic de Poitiers. J'invite les gens à y aller. C'est ravissant, ce que vous servez est magnifique. Merci beaucoup Philippe Mézy d'avoir été avec nous à distance. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une émission, une nouvelle édition plutôt de Débat Doc. À très bientôt. Merci messieurs.